En fait, la situation des afro-descendants, c'est toute proportion gardée, mais c'est la même situation que la situation des femmes. Vous savez, quand vous avez des dominants qui mettent en place un système, bah, c'est normal que ceux qui ont mis en place le système se soient privilégiés dans ce système et les manettes de ce système. Pourquoi tu arrêtes? Pourquoi tu décides d'arrêter à un moment donné le JT de TF1, la présentation du JT de TF1 du 20h? Le succès de 7 à 8, c'est d'abord le succès de cette idée portée à la télévision. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance de l'incarner depuis maintenant 18 ans avec beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté et un plaisir renouvelé. J'essaye d'avoir une vie saine, je fais du sport, donc je prends soin de qui je suis. Je mets même de la crème le matin. Bah, c'est très bien. Mais bien sûr, c'est très bien. Bonjour Harry Roselmack. Bonjour Sam Zira. On se tutoie. On se tutoie, pas de problème. On se tutoie. Je suis ravi et en même temps quelque peu impressionné de t'avoir en face de moi parce que depuis de nombreuses années maintenant, tu rentres dans mon foyer comme dans celui de nombreux foyers en France tous les dimanches dans une émission qui s'appelle 7 à 8. Tu es, je pense pour beaucoup, un visage, une icône de la chaîne TF1, enfin du groupe TF1. T'en as conscience ? Oui, évidemment, j'en ai conscience. On me l'a beaucoup rappelé ces 18 dernières années, parce que ça fait quand même 18 ans que je fais ça à TF1. Mais je crois qu'on a en commun de représenter, d'incarner la proximité. C'est-à-dire que c'est vrai que les gens, au début, quand ils me voient, la première impression, bon, bah, c'est comme quand vous voyez quelqu'un qui est à la fois dans votre quotidien, mais qui est dans une autre dimension, parce que la télévision, finalement, elle fait partie d'une dimension qui est à la fois chez vous, mais extérieure à vous. Mais très vite, les gens se sentent à l'aise, parce que je crois que j'ai ce truc, et que j'essaie d'incarner aussi dans mon métier, d'être dans la proximité, de m'intéresser aux gens, d'abord, et sincèrement, et ça c'est important, et donc cette espèce de sentiment-là, il s'évapore très vite. Et on est très vite dans des rapports sympas et proches. Tu es également réalisateur, journaliste, auteur, ceinture noire de judo, j'ai vu, papa de 3 enfants, et tu viens de sortir ce nouvel ouvrage, alors c'est pas le premier, qui s'appelle Dieu, la source et l'univers philosophal aux éditions Jouvence. Ouais. Alors rien que le titre, on pourrait le décrypter pendant des heures. Je me suis demandé qui j'allais recevoir. Est-ce que j'allais recevoir l'animateur, le journaliste, Harry Roselmack, allais-je recevoir Marc Aurèle, Épictète vraiment, j'ai l'impression que tu es un vrai philosophe. Moi, je suis un homme qui s'interroge tout simplement. Et je crois que c'est important de se poser des questions sur ce que l'on vit. Mais au-delà de ça, moi qui en tant qu'observateur des actions qui animent ce monde, parce que c'est ça un journaliste, c'est un médiateur qui observe les actions et qui les rapporte au plus grand nombre, eh bien à un moment j'avais envie aussi d'enquêter, et quelle plus belle enquête finalement, sur ce que l'on est. Parce que nos actions façonnent le monde, mais essayer de définir un cadre à ces actions, ça me semble, en tout cas moi ça me semble indispensable. Donc c'est ce qui a motivé mon intérêt pour ces questions liées à l'existence, qu'on appelle du nom pompeux et flippant de métaphysique, mais la métaphysique, c'est pas compliqué, c'est utiliser les outils de la pensée pour comprendre l'existence, donc la science, la philosophie, la théologie, pourquoi pas. Et donc, je trouve que cette étude-là, elle est très stimulante à entreprendre et elle est très riche dans les résultats qu'elle apporte. Alors, j'ai sélectionné quelques petits passages auxquels j'aimerais te faire réagir, j'aimerais te poser des questions. Également, dans le chapitre « Libérons-nous », on est tout de suite pris à partie en tant que lecteur et catché par les mots suivants qui sont « Débarrassez-vous ici, au contact des mots, du sentiment d'urgence qui guide vos vies. Or, le stress nous dépossède de ce que nous faisons, de ce que nous vivons. Il nous écarte du moment présent, de l'action elle-même. Il nous projette dans l'anticipation permanente du résultat, de l'action engagée, voire de celle d'après. » Je pense que ce sont des mots qui vont résonner chez beaucoup de lecteurs, qui ont résonné chez moi. Le stress, c'est un fléau qu'on connaît peut-être tous à un moment donné de notre vie. Moi particulièrement, de par mon métier, peut-être mes abonnés le savent. Je voulais savoir si toi, pour écrire ces mots avec autant de recul aujourd'hui, tu avais déjà traversé des sentiments d'urgence. Bien sûr que j'ai connu ça. Et on le connaît tous parce qu'on est dans une société qui veut ça, qui génère ça. On se crée nous-mêmes des urgences.
Et à la vérité, moi, ça m'arrive souvent, en début de semaine, de me dire « Putain, lundi, j'ai ça à faire, ça, mardi, j'ai ça. » Et puis au final, quand le lundi il se termine, eh ben, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et au final, l'anticipation du programme est presque plus terrorisante que le présent, que le moment où tu agis, où tu fais les choses. Et c'est à ça qu'appellent souvent les guides spirituels, et c'est à ça que je veux appeler aussi, c'est d'éviter de nourrir cette anticipation nocive qui nous fait stresser pour des choses eh bien, qu'il faut aborder au moment où elles arrivent. Et au moment où elles arrivent, on les fait, les choses. Et on se rend compte que finalement, bon, bah voilà, on maîtrise, on n'est pas forcément dépossédé de ce qu'on fait si on est concentré sur ce que l'on fait. En revanche, si tu fais quelque chose et tu penses déjà à ce que tu dois faire ensuite ou demain, là, ça va te poser un petit problème d'efficacité de ce que tu fais au moment présent. Donc cette idée de s'arrêter un moment, de casser le rythme et de se dire on se pose et on va penser à autre chose que de faire. On est dans une société où on fait souvent et parfois on ne sait même pas pourquoi on fait. Des fois on pose des actions, on ne sait même pas pourquoi on les pose. On vit, c'est un fait, on vit, on est né donc on vit et on ne se pose jamais la question de savoir qu'est-ce que c'est que la vie, pourquoi on vit. On se contente de vivre, on se contente d'agir, mais sans vraiment se poser la question du cadre. Et moi, c'est ça presque la chose principale, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un cadre à la vie? Est-ce que la vie, c'est quelque chose qui n'a pas de cadre, donc qui est lié à une forme de hasard cosmique, qui n'a pas de principe directeur, où le bien et le mal, c'est juste nous qui en décidons, ou est-ce que la vie est le résultat d'un processus qui a un principe directeur, voire un principe créateur, c'est pour ça que je parle de Dieu dans ce livre. Et à ce moment-là, si la vie a un principe directeur, c'est un cadre, et ce cadre, il doit nous engager. Et ce cadre, il fixe, par exemple, une norme générique, absolue, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et à ce moment-là, ça permet un peu de prendre un peu de recul et de voir les choses différemment. Tu répètes régulièrement dans ton ouvrage que nos vies, tu dis votre vie n'est pas votre existence. Ça revient beaucoup, cette notion de vie, cette notion d'existence. Comment tu sais, toi, Harry Roselmack, que la vie d'Harry que tu vis ne définit pas ton existence? Alors, ça, c'est justement le rôle de la métaphysique, hein, cette théorie qui est censée penser l'existence. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce livre, il est fait de définitions. En fait, les chapitres sont très courts. Et il y a des chapitres qui sont consacrés à l'existence, à la vie, à la mort, à l'harmonie, à la co-création du réel, à tout un tas de concepts. Et effectivement, il est hyper important de définir les choses pour bien se comprendre entre nous. Parce que si on utilise un même mot qui n'a pas le même sens pour nous deux, on va dire des choses, mais finalement, on ne pourra pas se comprendre. Parce que la définition du mot n'est pas la même pour nous deux. Et effectivement, on a tendance à penser que la vie et l'existence sont synonymes. La vie et l'existence ne sont pas complètement synonymes, parce que la vie fait partie de l'existence, mais l'existence est au-delà de la vie. L'existence est avant la vie, pendant la vie et après la vie. Et en métaphysique, la première question qu'on doit se poser, parce que l'existence, elle a quelque chose de très particulier parmi tous les concepts qu'on utilise. L'existence a cette particularité de ne pas avoir d'opposé ni d'alternative. Il n'y a pas d'opposé à l'existence. L'existence ne peut pas avoir de limite parce qu'il n'y a pas d'opposé conceptuel qui tienne la route à l'existence. La vie a un opposé qui s'appelle la mort. L'existence a un opposé théorique qui s'appelle le néant, mais le néant, c'est quelque chose qui est un non-concept parce qu'un néant, un concept, ça se rattache à une idée, ça se rattache à une information. Or, le néant, c'est présupposément l'absence de toute information. Donc, rien que le fait de penser le néant, rien que le fait d'y accoler des lettres, d'y mettre un mot, eh ben, ça trahit le néant. Donc, on parle de néant et on a peur du néant, mais c'est une idée qu'on a fabriquée qui n'a pas lieu d'être, parce que le néant n'est pas pensable, le néant n'est pas directement imaginable. On peut dire que le néant, c'est le retrait, la soustraction de tout ce qui existe, donc on peut le penser indirectement,
Mais dès qu'on essaie de le penser directement, on ne peut pas, puisqu'on met de l'information sur ce qui n'en a pas. Donc le néant, c'est voilà, ça fait partie de, un peu, c'est pour les enfants, on invente des monstres imaginaires qui font peur aux enfants. Ben, le néant, c'est ça. C'est un espèce de monstre imaginaire qui nous fait peur, parce qu'on se dit, quand on meurt, on va dans le néant. Mais le néant, ça n'est pas. Oui, mais alors que si on suit ta théorie, si l'existence est dissociée de la vie et de la mort, Ouais. ça veut donc dire qu'on n'a plus besoin d'avoir peur du néant qui n'existe pas, parce que l'existence est et a toujours été et sera toujours. Exactement. L'existence a toujours été dans une forme informationnelle, parce que l'existence, c'est de l'information. Donc l'existence a toujours été, et elle sera toujours, et l'existence, elle est à un moment rentrée, je vais utiliser un mot qui ne doit pas faire peur, hein, mais elle est rentrée dans l'espace-temps, c'est-à-dire qu'à un moment, elle était dans une forme qui était en dehors de l'espace-temps, infinie, éternelle. Un moment, et j'explique dans le livre par quel type de processus, elle est rentrée dans l'espace-temps, où elle a changé d'état, où elle est devenue déterminée, manifestée en changement d'état. Et la vie, c'est quoi? Eh bien, c'est une étape de cette existence en changement d'état et manifestée. Donc la vie, c'est un état d'existence, mais ce qu'on appelle la mort, c'est un autre état d'existence. La mort, c'est de l'existence, et de l'existence différente. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? L'information non manifestée qui fait notre esprit, on ne sait pas trop ce qu'elle devient. On peut échafauder des hypothèses, mais on ne sait pas ce qu'elle devient. Mais là où je peux dire de façon certaine qu'elle ne tombe pas dans le néant, c'est que l'information manifestée qui fait nos cellules, on sait ce qu'elle devient, elle. Quand vous mourrez, vous êtes gagné par une désorganisation cellulaire informationnelle qu'on appelle l'entropie, donc votre corps devient un cadavre, qui va changer d'état. C'est-à-dire que vous allez devenir poussière, comme on dit, l'eau qui fait votre corps va finir par s'évaporer, vos cellules vont se désorganiser, mais les atomes, l'information qui fait vos cellules, elle ne disparaît pas, elle ne va pas dans le néant, elle reste, elle change juste d'état. C'est-à-dire que... Comme l'eau devient de la vapeur. Exactement. Elle change d'état, mais elle ne disparaît pas. Donc, nos corps, quand on meurt, ne disparaissent pas, ne vont pas dans le néant. Je ne vois pas pourquoi, pour notre esprit, il en serait autrement. Tu parles aussi du succès, de l'échec. Tu dis le succès et l'échec sont des points de vue largement partagés, mais ce ne sont que des points de vue. Moi, je voulais savoir si tu avais identifié au moment où on est aujourd'hui, quels ont été les échecs dans ta vie professionnelle ou personnelle auxquels tu as fait face. Oh ben, j'ai eu un certain nombre d'échecs. Hein. Il en faut dans une vie, j'ai envie de dire, parce que c'est avec les échecs qu'on apprend. Hein. C'est rarement avec les réussites. Mais par exemple, j'ai fait un film dont je suis extrêmement fier, qui s'appelle Fracture, qui est un long métrage. Et ce film a été un échec d'exploitation. Ce film n'a pas été exploité ni au cinéma. Alors, il est passé très rapidement sur quelques plateformes. Mais ce film a été vu par très peu de personnes. C'est un long métrage voilà, qui raconte la société française d'aujourd'hui et ses antagonismes. Mais d'aucuns pourraient considérer que c'est un échec. Mais moi, je ne pense pas que ce soit un échec. Un, c'est quelque chose qui m'a permis d'apprendre. Et deux, ce film, il existe. On l'a fait. Grâce à ce film, on est quand même allé dans des festivals. On a même remporté un prix dans un festival à New York. Et donc, on a vécu une aventure magnifique. Alors, certes, qui n'a pas été vue par beaucoup de personnes, et l'exploitation du film, parce que j'étais un peu seul dans cette aventure et que c'est compliqué, tu le sais, de tout faire tout seul. En tout cas, de tout faire avec ta petite équipe, mais sans être accompagné par des piliers du secteur. Néanmoins, pour moi, c'est une réussite. Mais ça pourrait être vu par d'autres comme un échec. Donc ce sont des points de vue. Succès, échec, ce sont des points de vue. Et le point de vue qui compte le plus, c'est le vôtre. Moi, il y a un chapitre qui m'a tout particulièrement interpellé. Il est au tout début de ton ouvrage. Il s'appelle « Mon ordre de mission ». Donc on va parler de cette idée justement de l'ordre de mission. Ça fait référence à la mission qu'on a au cours de notre vie, de notre existence sur cette terre certainement. Et toi, tu donnes un exemple concret, tu racontes une histoire concrète qui remonte à pas plus tard qu'il y a un an, en 2023. Tu es reçu en tant que personnalité de l'année à la Maison des Esclaves de l'île de Gorée et tu écris « Il s'agissait de penser symboliquement, donc penser P-A-N-S-E-R, symboliquement les plaies de l'esclavage, de soigner cette douleur encore vive des deux côtés de l'océan. » Je voulais savoir comment cette cérémonie dont tu parles dans le livre, elle contribue à la guérison des blessures laissées par l'esclavagisme dans nos sociétés, chez les individus. Rien que sur le plan métaphorique, l'idée c'est de refermer une porte.
la porte du non-retour. Sur l'île de Gorée, il y a la maison des esclaves, et sur cette maison des esclaves, c'est une photo que vous trouverez très facilement sur Google, enfin sur votre moteur de recherche. Vous voyez cette porte qui donne sur l'océan. Et symboliquement, cette porte représente ce passage des esclaves montant dans les cales des bateaux négriers pour être transportés outre-Atlantique. Eh bien, rien que le fait de refermer cette porte, c'est déjà un acte fort. C'est une façon de panser ses plaies. C'est une façon de fermer la porte, non pas pour oublier, mais pour utiliser ce souvenir de façon constructive, pour dire ça a existé, il faut le commémorer, il faut s'en rappeler, pour éviter que ce genre de choses ne se reproduisent, et pour voir d'où on est parti, parce que c'est vrai que souvent on se plaint de l'état des relations entre les gens, on se plaint légitimement du racisme, mais il faut se dire qu'à une époque, les personnes noires, les personnes africaines, étaient traitées comme, non pas des animaux, mais comme des meubles. J'en profite pour dire qu'il y a un très bon film au cinéma depuis quelques jours qui s'appelle Ni chaîne ni maître, que j'ai vu récemment. C'est un film magnifique sur l'esclavage. Il n'y en a pas beaucoup, des films français sur l'esclavage, donc celui-ci, il faut aller le voir, parce qu'il faut effectivement rappeler cette histoire. Mais il faut la rappeler non pas pour alimenter l'amertume, la haine de l'autre, la colère. Il faut s'en rappeler pour se dire, voilà le chemin qui a été fait, on n'y est pas encore, c'est tout le sens de mon livre, c'est qu'on a encore beaucoup à faire pour imiter l'univers et pour s'inscrire dans cette démarche universelle, mais on a quand même fait des progrès. Et il faut s'appuyer sur ces progrès pour continuer à avancer et mieux vivre les uns avec les autres. Donc c'est vrai que c'est ce genre de cérémonie qui fait du bien, et c'est vrai que moi j'avais été très surpris en allant à Gorée, parce que vous savez, quand vous allez dans ce genre d'endroit, j'imagine que c'est pareil pour les juifs qui se rendent dans les camps, on ne sait pas comment on va réagir. On se dit que ça peut être très violent, très douloureux, et moi j'avais été très surpris en allant à Gorée d'être happé par le calme des lieux, je trouvais l'air avec une forme de sérénité. On était dans un espace-temps un peu particulier parce que c'était assez silencieux, il n'y avait pas de vent, c'était apaisant finalement. Et j'étais très surpris de cette réaction, je ne m'attendais pas à être apaisé, je m'attendais à être plutôt secoué. Alors évidemment, quand vous visitez la maison des esclaves, vous voyez les cellules, les endroits où étaient entreposés ces hommes et ces femmes, en dessous des appartements des négriers. C'est-à-dire qu'il y a un grand escalier comme ça, vous avez là les appartements des négriers, des esclavagistes, qui devaient dîner le soir, qui devaient faire leurs agapes, et en dessous, vous aviez ces cellules dans lesquelles, j'imagine, les cris des captifs qui étaient enchaînés et qui étaient dans des conditions mais vraiment horribles et inhumaines. Donc évidemment, tout ça vous saisit, et en même temps, il y a la nature, je crois que c'est la nature qui fait ça. Cette nature, elle a peut-être absorbé toute cette peine, toute cette colère, toutes ces douleurs, et elle en a fait peut-être un espèce de remède pour ceux qui viennent après et qui... Donc ça fait du bien, moi j'ai envie de dire aux gens qui ont envie d'aller sur l'île de Gorée, à la maison des esclaves, allez-y, ça fait du bien. Tu as été en colère? Tu as déjà été en colère sur ce sujet-là? Non, pas vraiment. Moi, ce qui me met en colère, c'est quand on n'en tient pas compte, justement, et c'est pour ça qu'il faut le rappeler. C'est quand aujourd'hui encore, il y a des discriminations, c'est quand aujourd'hui encore, il y a du racisme, c'est quand aujourd'hui encore, il y a de la maltraitance liée à cette superficie qui est la couleur de la peau. Ça me met en colère, parfois. Mais beaucoup d'hommes noirs, beaucoup de femmes noires sont en colère. Bien sûr. Encore aujourd'hui. Ah oui. Et c'est légitime. C'est légitime. C'est légitime parce que, encore une fois, il y a une persistance à la fois des mauvais traitements et même, souvent et inconsciemment, mais d'une idée d'un fond, d'un espèce de fond diffus qui fait que on estime que l'être humain noir a des preuves supplémentaires à faire pour être associé au même niveau que l'être humain blanc. Tu penses que c'est toujours le cas? Je pense que oui, je pense que c'est toujours le cas. On est dans un système, en Occident, un système qui a été fait par des hommes et des femmes blanches. Donc le racisme systémique. Blancs. En fait, la situation des afro-descendants, c'est
toute proportion gardée, mais c'est la même situation que la situation des femmes. Vous savez, quand vous avez des dominants qui mettent en place un système, bah, c'est normal que ceux qui ont mis en place le système se soient privilégiés dans ce système et les manettes de ce système. Et sans parfois s'en rendre, alors parfois très consciemment, mais pour ceux qui en ont hérité inconsciemment, c'est pour ça qu'il faut toujours être dans une forme de balance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire à l'homme blanc aujourd'hui, t'es un enfoiré, regarde ce que t'as fait. Non, c'est pas ton fait. Tu as hérité d'un système qui a été mis en place par des gens qui t'ont précédé et qui se sont appropriés une position dominante avec tout ce que ça implique. Toi, tu as hérité de cette position dominante, c'est pas de ta faute, mais ta responsabilité aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'en prendre conscience d'abord et d'être honnête là-dessus, de ne pas te cacher derrière des excuses ou derrière tout ça, et ensuite de faire en sorte que cette situation, elle change, parce que ce système, il a été mis en place sur des bases qui ne sont pas des bases d'harmonie. Et dans ce livre, un des mots les plus importants, c'est l'harmonie. L'univers est harmonieux, l'évolution de l'univers est harmonieuse. L'univers, c'est ce qui nous a fait, très concrètement, c'est-à-dire que l'évolution de l'information de l'univers de façon, dans des systèmes de plus en plus complexes, a fini par créer la matière vivante et intelligente, et nous sommes de l'information associée, donnant de la matière vivante et intelligente, donc nous sommes le produit de l'évolution de l'univers. Cet univers, il fonctionne avec un principe directeur qui est l'harmonie dans l'organisation de l'information. Eh bien, nous avons le choix de décider si on reprend à notre compte ce principe d'harmonie ou pas. Mais en tout cas, l'univers nous montre le chemin. Et donc quand tu écris, voilà, la chose la plus importante que je puisse faire, le plus beau cadeau que je puisse offrir à l'humanité, tu fais référence à cette notion de messager qui t'a été attribuée sur l'île de Gorée. Est-ce que je dois comprendre, est-ce que ça veut dire que toi, Harry Roselmack, aujourd'hui, tu as pu pardonner cette histoire en lien avec l'esclavagisme? Oui, j'ai pardonné cette histoire. J'ai juste, cette conscience que je réitère de ne pas l'oublier, cette histoire, et deux, cette conscience aussi très aiguë de lutter contre ce qui peuvent être des persistances, encore une fois souvent inconscientes de cette histoire. C'est la raison pour laquelle je viens de tourner et je pars aux États-Unis, à New York, dans quelques jours pour présenter un documentaire qui s'appelle L'État républignal, et qui montre comment, sur le territoire français, en Guadeloupe précisément, depuis les années 80, donc entre 1985, l'affaire Charles-Henri Salin, et 2024, l'affaire Rony Selly, en passant par les affaires Didier Assor et l'affaire Claude Jean-Pierre, il y a eu 4 George Floyd en Guadeloupe. Il y a 4 citoyens guadeloupéens, des hommes noirs, qui n'étaient ni des délinquants ni des criminels, qui, suite avec une interaction avec les forces de l'ordre, en l'occurrence avec des gendarmes, ont trouvé la mort. 4 affaires George Floyd, 0 condamnation. La justice n'a jamais condamné aucune des personnes impliquées dans ces interactions violentes qui ont conduit à la mort d'hommes noirs en Guadeloupe. Alors, c'est légitime, et moi je veux bien qu'on s'émeuve partout dans le monde, et y compris en France, de l'affaire George Floyd, qu'on fasse des manifestations, qu'on soit choqué, qu'on soit retourné par ça. Mais il faut savoir que ça existe sur le territoire français. Et que malheureusement, on n'en parle pas. Personne n'en parle. Ça, c'est le genre de choses qui, en tant qu'être humain, me révolte, mais qu'en tant que journaliste, je me dois d'aller couvrir. Et donc ce documentaire, L'État républignal, je l'ai fait de façon complètement indépendante, sans encadrement, CNC, diffuseur. Je n'ai pas attendu d'avoir un diffuseur pour le faire. J'ai fait ce documentaire. Là, on fait des festivals et j'espère qu'il sera diffusé à la télévision française parce qu'il est important. On parlera justement tout à l'heure de la production de cet A8, de l'animation, de l'incarnation de ces sujets qui sont souvent très profonds, difficiles aussi parfois. Mais j'aimerais savoir, quand tu étais gosse, quand tu étais ado, est-ce que tu savais que tu allais faire ça? Est-ce que tu avais une vision de ton destin? Alors, j'ai su assez tôt que je voulais être journaliste. Quand je dis assez tôt, c'est au début du lycée, à la fin du collège. Et d'ailleurs, j'ai présenté mes premiers flashs d'infos alors que je n'étais pas encore diplômé de journalisme. J'étais en première.
Mon père animait une émission de radio antillaise à Tours, dans une petite radio, enfin une grande radio locale, puisque c'est une radio qui est très connue à Tours, Radio Béton. Et moi, je faisais les flashs à la mi-journée, je présentais les flashs de l'actu Outre-mer. Non, j'avais déjà cette vocation, je savais que je voulais faire ça. Après, moi, je pense que ma vocation de journaliste, elle est liée au fait que je m'intéresse aux gens. Je le disais tout à l'heure, j'ai un intérêt réel pour les gens et ce qu'ils vivent. Et j'ai toujours aimé les mots, j'ai toujours aimé écrire. Et donc, ces deux choses-là qui me constituent m'ont dirigé de façon très naturelle vers ce métier. En 2006, c'est une année marquante pour toi, parce que TF1 te propose de devenir le joker de Patrick Poivre d'Arvor aux 20h. Donc, c'est une case décisive sur une chaîne comme TF1. Comment tu le vis à ce moment-là ? Je le vis comme une consécration professionnelle. Sans doute inconsciemment, mais je me déleste un peu de toute la dimension sociétale, premier noir, aux 20h, tout ça. Tout le monde titrait là-dessus à l'époque. Bien sûr. Je m'en souviens comme si c'était hier. Oui, et finalement, c'est légitime. Enfin, je ne critique pas le fait que ça ait été relevé à l'époque. J'espère que si ça arrive demain, ça ne fera... Enfin, je pense que ça ne fera plus... En tout cas, que le fait que le présentateur soit noir fera moins l'événement, puisque ça a déjà eu lieu une fois, ça y est, on s'en est remis, j'espère. Et puis, il faut dire aussi que l'accueil que j'ai reçu en interne à TF1 a beaucoup fait, parce que de façon très surprenante, quand on ne connaît pas la maison, j'ai eu un accueil comme j'avais jamais eu, c'est-à-dire on est cocooné, on est protégé, on est accompagné surtout. Et donc, on est dans un environnement de travail qui est très propice à la performance, ou en tout cas, on ne rajoute pas en interne, quand vous êtes dans les équipes, on ne vous rajoute pas de pression. Au contraire, on essaie de vous protéger. Donc tout ça a fait que les choses se sont passées finalement assez naturellement. Parce que tu as déclaré, je mesure tous les jours, depuis 17 ans, les conséquences de cette dimension ethnique. Qu'est-ce que tu entends par dimension ethnique en lien avec ce poste que tu avais au journal de 20h ? C'est que toutes les semaines, toutes les 2 semaines au moins, j'ai une personne qui me dit alors c'est super ce que tu as fait, beaucoup comparent mon arrivée aux 20h à l'élection d'Obama aux États-Unis en disant toi tu as fait en France ce qu'Obama a fait aux États-Unis, alors que c'est pas du tout la même chose. D'un côté, il y a un vote, une population qui majoritairement, en tout cas les grands électeurs, décident de mettre en place un président noir, et quand on connaît l'histoire des États-Unis, on se rend compte de ce que c'est. De l'autre côté, on a la décision, courageuse quand même, il faut le dire, parce que c'était pas évident de le faire à l'époque, mais de dirigeants d'une société, de quelques dirigeants d'une société, de mettre un noir à la présentation du 20h. Donc c'est pas la même dimension évidemment, mais je comprends ce qu'ils veulent dire, parce que mes premiers JT, je pense, ont été vécus avec beaucoup plus d'intensité chez beaucoup de téléspectateurs que chez moi. Alors moi, évidemment, le jour de ma première, j'avais un peu de pression quand même, parce que quand vous savez qu'il y a 8 millions de personnes de l'autre côté de l'écran, il y a un tout petit peu de pression, mais encore une fois, 1, vous êtes formé pour, vous êtes un professionnel, 2, vous êtes très bien accompagné en interne, et ça se gère. En revanche, il y a des personnes en face de l'écran qui n'étaient pas prêtes pour ça, et y compris des personnes noires, qui ont vécu ça comme un vrai choc positif, mais un choc quand même. Et chez certaines de ces personnes, c'est resté très émotionnel. Il y a même des gens que je rencontre pour la première fois et qui m'en parlent avec des larmes dans les yeux. Il faut se rendre compte quand même. C'est Frantz Fanon, un auteur martiniquais, qui a analysé le complexe du colonisé et des descendants de colonisés. Il faut se dire quand même que les personnes noires, le fait qu'elles soient à égalité aujourd'hui dans leurs rapports, et même dans les rapports les plus quotidiens avec une personne blanche, c'est le résultat, c'est le fruit d'un travail. C'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, qui était là d'emblée. C'est une reconquête. L'humanité de l'homme et de la femme noire, c'est l'histoire d'une reconquête. Et donc, il y a forcément des étapes, comme le fait d'avoir un des siens qui présente un rendez-vous très fédérateur, très important dans le quotidien d'un pays comme le journal de 20h, c'est quelque chose qui va les marquer très fortement et qui va provoquer de l'émotion. Ça, il faut vraiment s'en rendre compte. L'histoire a un impact sur les gens, sur leur mentalité, sur la façon dont dans leur rapport au monde. On est marqué par l'histoire
Et donc, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger, c'est des choses qu'il ne faut pas balayer. Quand vous avez des collectifs qui demandent plus de diversité dans la pub, plus de diversité au cinéma, plus de diversité à la télé, ça n'est pas qu'un truc cosmétique, c'est pas juste un truc pour faire bien, pour être moderne, pour faire plaisir. C'est quelque chose qui répare, mais qui répare vraiment. Et c'est en ça que c'est important. Pourquoi tu arrêtes? Pourquoi tu décides d'arrêter à un moment donné le JT de TF1, la présentation du JT de TF1 du 20h? Parce que je suis égoïste? Non, enfin, oui, en quelque sorte. Non, mais c'est vrai que j'ai toujours fait mes choix d'abord en fonction de moi et du chemin que j'ai à tracer. Je n'ai jamais pris mes décisions en fonction des autres. Parce qu'effectivement, si je prenais mes décisions professionnelles en fonction d'une communauté à laquelle je me référerais, d'autres personnes que moi, j'aurais pas arrêté le 20h. Parce que pour la communauté que je représente, et au-delà de cette communauté, parce qu'il y a plein d'Asiatiques, de Maghrébins, de gens de toutes origines qui se sont reconnus en moi par rapport à ce que j'avais fait, et qui me sommaient de rester, ou en tout cas qui n'ont pas compris que je décide d'arrêter. Mais ça, c'était mon choix à moi, que je n'ai pas regretté une seule seconde. Et tu parlais tout à l'heure de ma mission de vie. Je pense que cette mission que j'ai actuellement, en écrivant ces bouquins par exemple, et en créant, en ayant une société de production, en étant un entrepreneur, je pense que cette mission de vie-là, elle est plus importante que le JT. Moi, je le sais déjà. D'autres ne le savent pas encore, mais ils vont le savoir un jour. Ils vont savoir quoi? Ils vont savoir que ce qui se passe actuellement, ce genre de livre, ce genre de message que je participe à faire passer, parce que je ne suis pas le seul, heureusement, c'est quelque chose d'essentiel, de fondamental, et pas simplement pour une communauté, mais pour l'humanité tout entière. Ça peut paraître prétentieux ou mégalo ou ambitieux, mais en même temps, c'est une nécessité. Le monde doit changer. Le monde doit changer. Collectivement, on doit changer. Ce n'est pas juste quelques-uns, ce n'est pas juste le pays, c'est le monde qui doit changer. Et j'assume de prendre part à cette mission de changement du monde. De quelle façon? Par la connaissance. Et ce livre, c'est un livre, parce que quand on voit le terme Dieu sur la couverture, que j'assume parfaitement, on pourrait croire que c'est un livre de croyants, que c'est un livre de croyance qui parle de croyance. Ce n'est pas un livre qui parle de croyance. C'est un livre qui parle de connaissance. Aujourd'hui, par une étude rationnelle de l'univers tel qu'on le connaît, on peut aboutir à des hypothèses très robustes, très solides, très fiables, par lesquelles je peux vous convaincre, parce qu'il y a des arguments derrière, selon lesquels une entité créatrice existe. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler la source, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ça n'est pas de la croyance, c'est de la connaissance. Et cette connaissance, aujourd'hui, vous pouvez la rejeter, mais il y a les arguments. Donc vous pouvez vous opposer aux arguments, mais au bout d'un moment, il faut m'en donner d'autres. Si vous voulez me convaincre que l'univers n'a pas de principe créateur, il faut me convaincre, il faut me donner des arguments. Moi, ces arguments, je les ai étudiés. Et c'est vrai que sur mon livre précédent, qui s'appelle « Il n'est pas trop tard pour naître », qui parlait déjà de ces sujets, je pose la question, je l'écris même. Je dis, avant d'écrire ce livre, j'étais croyant, mais est-ce que ma croyance n'a pas influencé mon raisonnement? Eh bien non. Et si mon raisonnement il avait abouti à la conclusion que l'univers était probablement un processus qui n'a pas de principe créateur, j'aurais été obligé de remettre en cause ma croyance. Parce que moi, je pense que la croyance ne peut pas l'emporter sur la connaissance. La connaissance l'emporte sur la croyance. On a été doté d'une intelligence logique qui nous permet de faire des déductions et d'avoir des résultats de réflexion. Eh bien, cette intelligence logique, elle fixe un repère qu'on ne peut pas balayer en disant ben ouais, mais moi, j'y crois pas parce que j'ai pas envie d'y croire, parce que ça me fait du bien de croire que. Non. La connaissance est d'abord là. Ensuite, la foi, c'est autre chose. La foi, c'est la confiance qu'on peut avoir dans une connaissance ou qu'on peut ne pas avoir. Mais la foi, c'est pas de dire Dieu existe parce que c'est écrit dans la Bible, dans la Torah ou dans le Coran. Non, c'est d'abord Dieu existe parce que je peux l'argumenter rationnellement et que de façon très probable, cette hypothèse d'une entité créatrice de l'univers tient beaucoup plus que l'hypothèse inverse, qui est l'hypothèse d'un aléa total du hasard et qui fait bien les choses puisqu'on existe. C'est cette réflexion, ce raisonnement qui est la base ensuite de la foi et des actes qu'on peut avoir à mener ensuite. Tu dis, et on le ressent dans cet ouvrage, que tu contribues quelque part à vouloir changer le monde, la vision du monde au travers de tes écrits.
Le monde, il se change aussi en politique. C'est un domaine qui t'intéresse? Harry Roselmack, politique demain? Non. Homme politique? Non. Harry Roselmack ne sera pas un homme politique parce que la politique a son intérêt. La politique fixe des règles de cohabitation plus ou moins harmonieuses, mais en tout cas fixe des règles qui permettent à un système de fonctionner. Mais la politique ne rendra jamais les gens heureux. La politique n'est pas faite pour rendre les gens heureux. Le bonheur n'est pas la question des politiques. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le bonheur des gens. Et le bonheur, on peut le trouver par la métaphysique. La métaphysique, elle vous dit comment être heureux. Elle ne vous dit pas comment payer vos impôts, elle ne vous dit pas que manger telle chose n'est pas bien, mais elle vous donne des règles génériques qui peuvent conduire au bonheur. Et c'est ça le plus important finalement, c'est le bonheur des gens. Donc pour moi, la politique, c'est utile. Heureusement qu'on a la politique même si c'est très contradictoire la politique. Et c'est là aussi la difficulté, c'est que la métaphysique s'appuie sur l'existence. L'existence, quand on la décrypte, c'est un peu comme les mathématiques. Il y a une seule voie possible. La politique, il y a 10 000 voies possibles. Certains politiques vont vous dire, pour être heureux, vivons entre nous et rejetons les autres. Pourquoi pas, finalement? Alors que d'autres politiques vont vous dire, non, vivons ensemble et on sera heureux. Qui a raison et qui a tort? Bon, si on reste que dans la sphère politique, c'est difficile à dire. C'est parce qu'il y a quelque chose qui surpasse la politique, qui est l'éthique, qui est quelque part la philosophie, notre philosophie de vie, nous fait dire, un certain nombre d'entre nous, que s'ouvrir aux autres et partager avec les autres, c'est sans doute mieux que de ne pas le faire. Et j'indique d'ailleurs à quel point c'est efficace d'avoir ces principes supérieurs et directeurs qui changent les choses à une vitesse hallucinante. C'est pour ça que je dis qu'on peut changer le monde très vite. On peut très vite être dans un monde harmonieux si on le décide tous. Il y a eu un truc cet été à Paris qui s'est imposé à tout le monde qui s'appelle l'olympisme. L'olympisme, c'est quoi? L'olympisme, c'est certes de la performance et de la confrontation, mais c'est surtout du partage, la rencontre avec l'autre, le smile, la belle énergie. Mais Paris était méconnaissable. Même nous, franciliens ou parisiens qui redoutions un peu les JO, on s'est rendu compte que cet esprit olympique, il rendait les gens sympas. Les gens étaient dans un état... On avait l'impression que c'était un peu Disneyland partout. Et on a vécu une parenthèse enchantée. Mais cette parenthèse-là, on pourrait l'avoir en permanence. Il suffirait de se dire qu'il existe des principes supérieurs qui nous invitent et qu'il faut prendre en compte et qui nous invitent à l'harmonie et au bien-être ensemble. Comment tu as réussi justement à ton niveau, Harry Roselmack, à inviter autant de Français tous les dimanches sur TF1, derrière leur écran, à regarder 7 à 8 comme un véritable rendez-vous? C'est le rendez-vous des Français tous les dimanches. Et tu as réussi à fédérer autant de Français. Comment c'est possible? C'est pas moi. C'est pas moi qui ai réussi ça. Mais c'est toi qui l'incarne. C'est pas moi qui ai réussi ça. Moi, je l'incarne. Mais alors, ce qui permet ça, c'est d'abord une chaîne qui s'appelle TF1, qui est une chaîne très fédératrice parce que c'est la chaîne la plus fédératrice d'Europe. C'est d'abord une chaîne de télévision et c'est ensuite une vision qui est celle d'Emmanuel Chin, qui est le patron d'Éléphant et compagnie, qui a créé cette émission il y a 24 ans maintenant et qui, en jalousant un peu Paris Match, magazine papier, s'est dit « Moi, je voudrais un Paris Match de la télé avec des sujets très divers qui nous amènent d'un univers à un autre, avec des sujets très incarnés. » Donc, l'image, l'incarnation est très importante. On ne traite pas vraiment de dossiers, nous, on traite de la vie des gens. Ce que dit Emmanuel souvent, c'est nous on raconte des stories d'actualité. Les stories, les histoires, les gens, comment les gens y vivent tel et tel phénomène. Donc, c'est le succès de 7 à 8, c'est d'abord le succès de cette idée portée à la télévision. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance de l'incarner depuis maintenant 18 ans avec beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté et un plaisir renouvelé. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me fatigue. Alors, c'est vrai que ça prend pas énormément de temps dans ma semaine, parce que je fais beaucoup d'autres choses, écrire des livres, et j'ai plusieurs sociétés de production, des petites startups dans lesquelles je me lance, etc. Mais c'est un rendez-vous qui est même pour moi hyper important, et c'est vrai que quand je visionne les sujets pour écrire les lancements et les lancer, je suis à chaque fois très fier de la qualité des sujets, de cette capacité de renouvellement, mais qui est possible parce qu'encore une fois, on est dans l'incarnation.
on va vous faire 10 sujets sur la rentrée scolaire ou 10 sujets sur les achats de Noël, mais ce ne seront pas les 10 mêmes sujets puisqu'on est avec des gens. Les gens sont différents, les contextes sont différents, les problématiques sont différentes, et donc ce seront à chaque fois 10 sujets différents qui aborderont des questions avec des enjeux qui vous tiennent et qui sont différents les uns des autres. Et ce renouvellement-là, cette évolution-là, elle est très plaisante à orchestrer quand on fait ce métier. Ah, donc c'est toi qui écris tes lancements pour 7 à 8? C'est moi qui écris mes lancements, et bien sûr. J'ai toujours voulu écrire mes lancements. Il y a des gens qui se font plus ou moins seconder dans ce métier, y compris aux 20h. Moi, j'ai toujours tenu à être très présent, même si vous êtes toujours assisté. Il y a toujours des gens qui... Parce qu'on ne peut pas avoir l'œil partout. Sur le JT, il faut vraiment avoir un moment, quelqu'un qui vous assiste, ne serait-ce que quand vous allez vous préparer, vous maquiller, mettre la veste et tout, il peut se passer quelque chose et il faut qu'on vous le rapporte. Mais l'écriture, c'est quelque chose d'hyper important pour moi, comme je le disais tout à l'heure, et y compris dans un exercice de présentation télé. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où mes textes sont écrits, je suis posé, je sais que les choses vont bien se passer, même si, dans un JT qui est évidemment en direct, tout peut basculer, parce il suffit d'un fait d'actualité arrivant à 19h50 pour bousculer tout ce qui est prévu. Néanmoins, vous avez cette trame, vous avez cette chose à laquelle vous n'êtes pas sans filet, complètement sans filet. Ça représente combien de temps dans ta semaine, l'animation de 7 à 8, la préparation? 2 jours. 2 jours dans ma semaine. Tu tournes beaucoup plus tôt avant le dimanche, quelques jours avant, quelques heures avant. Comment ça se passe? Je suis désolé, mais je suis curieux. On se pose tous la question, je crois. On tourne le vendredi. On tourne les lancements le vendredi, ce qui veut dire que parfois, et moi je prépare mes textes le jeudi, toute la journée le jeudi et le vendredi matin, mais ça veut dire que parfois, je prépare mes lancements alors que les sujets ne sont pas terminés. Donc je dois avoir le reporter en ligne, soit je passe en salle de montage parce que le sujet est en montage, soit s'il est encore en tournage, j'ai le reporter en ligne et je rassemble les éléments qui me permettent d'écrire mon lancement. Et tu disais aussi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, il y a quelques instants, je me lance aussi dans de l'entrepreneuriat, j'ai des sociétés de production. Non, des startups, voilà, des startups. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tous ces projets? Moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est la dimension humaine et l'entrepreneuriat. Je trouve ça super dans le sens où, tu t'associes à des humains pour créer des produits ou des services pour d'autres humains. Donc l'humain, pour moi, c'est au cœur de l'entrepreneuriat, en tout cas de ma vision de l'entrepreneuriat. Je ne suis pas du tout businessman, je suis nul. Je gère très mal mes finances, j'ai rien de côté, je ne suis pas un bon gestionnaire, mais je suis un créatif. Et j'aime participer à la société en ayant des idées, en essayant de donner corps à ces idées, avec des gens différents de moi déjà, différents les uns des autres. Et effectivement, j'accompagne où je suis à l'origine de différentes aventures entrepreneuriales. J'espère que certaines vont fonctionner parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord de l'investissement, du développement. Donc au début, non seulement on ne gagne pas d'argent, mais on en investit et parfois on en perd parce que ça ne marche pas. Mais ce qui est génial, c'est cette aventure vécue avec d'autres, cette énergie. Et l'énergie, c'est quelque chose de très important dans ce Ah oui, t'en parles beaucoup. J'en parle beaucoup. Et voilà, cette pulsion de création, ce qu'on a tous, je crois, tous les êtres humains ont des pulsions de création qui s'expriment différemment. On peut avoir juste envie de créer, juste envie, c'est peut-être même l'essentiel. On peut avoir envie de créer une famille, on peut avoir envie de créer une activité nouvelle, on peut avoir envie de créer une œuvre d'art. Harry Roselmack, quand tu es auteur, par exemple de cet ouvrage, Dieu, la source et l'univers philosophal, c'est pas ton image qui est mise en avant. On te voit juste en tout petit, ici. Mais là, oui. L'éditeur, il veut quand même à un moment qu'il y ait ma trogne sur le... normal. Moi, je m'en sers de marque-page, donc en vrai, c'est hyper utile. Voilà, c'est hyper utile. C'est différent, en effet, de ton métier, de ta casquette d'animateur, parce que quelque part, quand on est animateur, oui, on fait de l'image, il y a des caméras, il y a de la lumière, on te voit, c'est toi qui incarne, c'est toi qui représente. Je voulais te confronter, justement, un petit peu à cette image et savoir ce que tu penses de ton image, ce que tu penses de toi. Est-ce que tu t'aimes? Oui, j'ai pas de problème avec moi-même. J'ai jamais eu de problème avec qui je suis. L'objet de ma recherche, et ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que je suis. Et ce que je suis, c'est ce que tu es, c'est ce que sont les gens en régie derrière, c'est ce qu'on est tous. Et c'est ça, moi, qui me passionne. J'avais une image où je disais souvent, et ça fait partie aussi de ma vocation de journaliste, que ce qui m'intéresse le plus, c'est pas le paysage des gens, c'est leur monde intérieur.
Ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que tu es à l'intérieur. Ton paysage, il peut me sembler agréable ou moins agréable. Hein. Après, tout ça est très subjectif. Donc le paysage, le corps, l'apparence. Le corps, l'apparence, voilà, le physique. Je dis pas que ça n'a pas une importance. On est tous plus ou moins attirés par des gens physiquement, de façon superficielle. Mais le plus important, c'est ce qu'ils ont à l'intérieur. C'est le monde intérieur des gens qui, moi, m'importe le plus. Donc, pour répondre à la question, mon image me pose aucun problème. J'essaye d'avoir une vie saine, je fais du sport, donc je prends soin de qui je suis. Je mets même de la crème le matin. C'est très bien. Mais bien sûr, c'est très bien. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui me... Enfin, j'y pense pas, de façon générale, j'y pense pas en fait. Ah, parce que moi, je me suis amusé à poser la question à mon équipe. Je les poucave. Je leur ai dit, voilà, comment vous décririez, quels sont les mots qui vous viennent pour décrire Harry Roselmack? Là, comme ça, vous réfléchissez pas, du tac au tac. Je te l'ai dit? Allez. Je te les partage. Donc, est ressorti, charismatique, assurance, sourire, paix, beau gosse, gendre idéal. Ça te surprend? Bah, c'est des choses que j'ai déjà lues et entendues, pour être tout à fait honnête. Oui. Je vais pas feindre de découvrir ça. Oui. Et bien sûr que ça me fait plaisir. Évidemment que ça me fait plaisir. Mais je pense encore une fois que c'est pas ça l'essentiel, et y compris en tant que personnalité télé, le plus important, c'est ce que vous avez à offrir comme compétence, comme savoir-faire. Quelqu'un qui serait juste beau mais qui serait incompétent, il serait vite raillé. Ça ne fonctionnerait pas. Il ne pourrait pas faire de la télé ou de la radio, on ne voit pas l'image, tu me diras. Mais quelqu'un qui a une très belle voix ne pourrait pas faire de radio si derrière, il n'y a pas une compétence, un savoir-faire, des qualités qui sont des qualités intérieures et pas forcément visibles au premier coup d'œil. Donc oui, encore une fois, ça fait plaisir. Et je remercie l'équipe. Je leur ferai une bise tout à l'heure. Mais j'ai toujours gardé un peu de recul par rapport à ça. C'est quoi la plus grande différence entre le Harry qu'on voit à la télévision et le Harry de la vie de tous les jours, dans l'intimité? Est-ce qu'il y a une différence fondamentale? Eh bien, pas tant que ça. Et d'ailleurs, ça, Catherine Nel, qui a été ma première rédactrice en chef à TF1 et qui est devenue directrice de l'info de TF1, qui l'a restée pendant un certain temps, me l'avait dit dès le début. Ce qui est important en télévision, c'est d'être le plus soi-même possible. Alors, on n'est pas tout à fait soi-même. Quand on parle à la télévision, déjà, on ne parle pas comme dans la vie. Quand je présente le journal ou mon émission, je ne parle pas comme ça. Mais l'idée, c'est de ne pas se trahir. Parce que quand on se trahit, au bout d'un moment, un, ça peut ressortir. Deux, ça peut créer effectivement des distorsions qui vont décevoir les gens. Et en général, les gens qui me connaissent, les gens qui ne me connaissent pas, ce qu'ils disent de moi, enfin qui ne me connaissent que par la télé, ce qu'ils disent de moi, c'est pas très éloigné de ce que je suis, donc ça me va. Quand il me dit « ouais, t'as l'air ci, t'as l'air cela », je pense que ça me correspond. Et les gens qui me connaissent, ils sont pas... ils voient pas trop de discordance avec la personne qui est à la télévision, donc ça va. T'es papa de 3 enfants. Il y a de l'harmonie, oui. Je me trompe pas. Ils l'ont lu ou c'est parfois un peu trop philosophique par rapport à leur âge? Alors, ils l'ont pas lu. J'ai une nièce de 14 ans qui a commencé à lire le précédent, qui est un peu plus complexe que celui-là, parce que le précédent, il part de la science pour arriver à la philosophie, alors que celui-ci, il s'inscrit directement dans la philosophie et il y a moins de théories scientifiques qui sont parfois compliquées. Donc, le précédent est encore plus compliqué, pourtant ma nièce de 14 ans a commencé à le lire. Mes enfants, ils ont un regard un peu différent sur ce que je fais, ils sont très fiers de leur papa, ça je le sais. Mais ils ont une forme de distance aussi, peut-être, pour vraiment séparer l'homme que je suis de la personnalité médiatique que je suis par ailleurs aux yeux de beaucoup de personnes. Donc mes enfants ne l'ont pas lu, mais j'espère qu'ils le liront un jour. Et je vais même faire en sorte qu'ils le lisent un jour, même un jour prochain, pour ce qui est de la plus grande, qui a 17 ans. Donc elle va faire de la philo là, cette année, puisqu'elle est en terminale. Donc il faut qu'elle lise ce livre. Oui, c'est une phase décisive en première, terminale, la philosophie. Exactement. Enfin, pour moi, ça l'avait été. Et j'ai eu l'impression de me replonger. J'étais passionné de philo. Et je suis tout autant passionné quand je suis dans ton ouvrage. Parce que vraiment, je décortique tout. Tu ne peux pas le lire en filigrane. En fait, pour le coup, c'est un vrai moment hors du temps. Oui, voilà. Et tu il faut parles s'y plonger.
de l'espace et du temps aussi dedans. Dernière question, un peu intime si tu acceptes de répondre. Donc, on vient de le dire, tu as 3 enfants. De nos jours, il y a énormément d'enfants de personnalités issues du milieu de la télévision, du spectacle, qui veulent faire le même métier que leurs parents, peut-être aussi par mimétisme ou autre motivation. Je pense à Louis Sarkozy, qui est devenu chroniqueur sur LCI, Carla Lombroso, la fille de Daniela, qui est devenue influenceuse, Lou Pernaut, candidate de télé-réalité dans les 50 et également influenceuse. Si tes enfants ils ont envie de suivre le même chemin que toi, ça te pose problème ou tu les mettras en garde, tu leur diras quoi? Mes enfants feront ce qu'ils veulent faire à partir du moment où c'est une envie sincère, qu'ils ne le font pas pour des raisons extérieures à leur propre envie. Donc non, ils feront vraiment ce qu'ils veulent. Pour l'instant, c'est pas le chemin qu'ils prennent. Il y en a un qui veut être footballeur, une autre qui veut être dans la médecine et une troisième qui veut être dans le marketing. Donc a priori, ils ne seront pas dans le monde des médias, mais qui sait. Et enfin, Harry Roselmack, j'aimerais conclure cette interview avec une dernière citation extraite de ton livre « Dieu, la source et l'univers philosophal » aux éditions Jouvence. Et c'est la suivante. « Espère une chose, mais prépare-toi à tout. » J'ai donc 2 dernières questions. La première, c'est « Quelle chose espères-tu pour l'avenir proche ?» Et la deuxième, c'est « À quoi tu te prépares ?» J'espère l'harmonie, que ce principe d'harmonie soit pris en compte pour tous. Je fais partie de cette école philosophique qui pense que l'anthropogénèse, c'est-à-dire l'évolution de l'être humain, n'est pas terminée. On est passé de l'homme préhistorique à l'homme moderne, entre guillemets, on pense que ça y est, c'est fini, que l'homme n'évoluera plus. Moi, je pense que son évolution va continuer et que cette évolution, elle va se poursuivre surtout par une prise de conscience et par un changement de façon de voir la vie et son implication dans son écosystème qui est la Terre. Moi, je fais le pari que dans 2 générations, pour pas être trop imprudent, dans 2 générations, les adultes ne verront pas du tout les choses comme on les voit. C'est ça que j'espère. Et c'est un peu ça que je prépare, parce que ce livre, c'est une graine semée pour préparer cette chose-là. Parce que ça ne va pas forcément arriver spontanément. On voit très bien que ce qui gouverne le monde aujourd'hui, ce n'est pas les principes d'harmonie, c'est peut-être même, pour un certain nombre de choses graves, l'inverse. C'est-à-dire que c'est des principes de disharmonie. Et cette disharmonie, elle va aboutir qu'à une chose, c'est l'extinction prématurée de l'espèce humaine si on prend ce principe de disharmonie et qu'on le met en principe directeur de nos actes, de nos pensées d'abord, et de nos actes qui modèlent, qui façonnent ce monde. Et donc je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de prendre conscience que ce principe d'harmonie, c'est ce qui va... Alors, ça va rendre la vie plus agréable, mais ça va nous permettre de perdurer dans le temps, dans cette évolution, avec cet univers qui nous a façonnés et auquel on est là pour apporter quelque chose aussi. Ça, c'est une des réponses aussi qu'on a dans ce livre. Merci Harry Roselmack. On retrouve ton dernier ouvrage qui s'appelle Dieu, la source et l'univers philosophal aux éditions Jouvence de partout. Merci encore pour cet entretien très inspirant et merci à vous de nous avoir suivis une fois de plus avec autant de fidélité. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité, toujours des confidences, toujours des analyses. D'ici là, prenez bien soin de vous et des personnes que vous aimez. Bye bye.